Aujourd'hui, 21 février, l'humanité entière célébrait la journée de la langue maternelle. Dans son message à la nation, le ministre de la Culture et des Arts a mis un accent sur le rôle que les langues maternelles jouent dans la communication entre humains. Comment garantir la visibilité de la République démocratique du Congo sur le plan international à travers une diplomatie agissante et efficace? Un plan de stratégie sera soumis au gouvernement. La Banque de développement va financer les projets d'interconnexion des réseaux électriques de la RDC et de la RCA. Un protocole d'accord vient d'être signé entre cette institution financière et la République démocratique du Congo. Une délégation de la CENI revient d'une mission en Corée du Sud où elle est allée partager l'expérience de la commission électorale sud-coréenne en matière d'élection. Sur Actualité, Joseph Oscar Mbal Kaïj. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes le 21 février 2013. C'est jeudi aujourd'hui donc que le monde célèbre la journée internationale de la langue maternelle, la toute première langue apprise à l'enfant par sa mère dans sa vie. Une célébration qui coïncide avec le 323e jour d'agression de la République démocratique du Congo dans sa partie orientale. Bienvenue à cette édition d'information. Les consultations se poursuivent à l'Assemblée nationale. Le secrétaire général de la majorité présidentielle, Aubin Minakou, a échangé aujourd'hui avec la société civile. En voici les détails dans ce reportage. Dans la durée, le miel finit par prendre selon le degré d'apport de chaque membre de la colonie des abeilles en termes de nectar piqué sur les fleurs. S'il se cherche encore un cahier de charges pour peu qui s'inscrivent dans la logique de la durée, le dialogue national finira par en dégager un au bout de consultations que poursuit le président de l'Assemblée nationale et secrétaire général de la majorité présidentielle, Aubin Minakou. L'initiative insufflée par le président de la République en sa qualité de garant de l'unité et de l'intégrité territoriale du pays, a rappelé Aubin Minakou à la société civile dans sa diversité, s'éloigne trop de l'ambition de ceux qui voudraient le penser comme un cadre où les participants seront conviés à revisiter la légitimité des institutions déjà établies ou remettre sur la table de discussion la régularité des élections présidentielles et législatives du 28 novembre 2011. Le principal se résume à renforcer la cohésion nationale face au risque de balkanisation qui plane sur notre pays, la République démocratique du Congo. Dans plus ou moins 5 jours, la société civile viendra faire connaître sa position. C'était le reportage de Jean-Pierre-Henri Kassangana-Mengo. Le récent séjour du Premier ministre Augustin Matata Ponyo au pays de l'oncle Sam a fait l'objet aujourd'hui d'une séance d'évaluation avec l'ambassadeur des États-Unis en RDC, James Antusler, qui a parlé avec le chef du gouvernement des retombées de son récent séjour aux États-Unis. Gisèle Ngaloula pour le reportage. Le Premier ministre m'a invité très chaleureusement pour faire un peu de suivi sur sa visite à Washington. Nous avons examiné quelques dossiers ensemble. Je ne peux pas partager tous les détails ici, qui sont toujours privés, mais je peux vous dire que c'était un très bon suivi, une très bonne évaluation de la visite de son Excellence le Premier ministre à Washington. Comme je dis très souvent, nous sommes dans la même direction depuis votre indépendance il y a 50 ans. Nous sommes toujours épaule contre épaule face à l'avenir ensemble. Ça ne changerait jamais. Comment assainir la diplomatie congolaise pour redorer l'image des marques de la République démocratique du Congo? À ce sujet, le vice-premier ministre, ministre du Budget, Daniel Mukoko Samba, a présidé aujourd'hui une réunion interministérielle. Françoise Bouila. Un pléthore de diplomates, 534, presque autant de familles à rapatrier, l'appartenance à plus de 150 organisations internationales, généralement sans succès diplomatique, voilà le poids que supporte la République. L'heure a sonné pour assainir tout cet environnement. Premier signal fort, le renforcement de la diplomatie figure parmi les axes prioritaires du programme d'action du gouvernement Matata Ponyo. Cette première réunion, présidée par le vice-premier ministre et ministre du Budget, en présence du ministre délégué aux Finances, Patrice Kitebi, et le ministre des Affaires étrangères, Emo Chibanda, vise à créer le plan stratégique. Le coût, il est important. Et il est clair qu'il ne sera pas possible que ce coût soit rencontré sur un seul exercice budgétaire. Mais comme il est dit, même le chemin le plus long commence toujours par un premier pas. Le plus important, c'est que nous commencions. Et nous sommes convaincus que petit à petit, nous allons régler le problème. Une commission des experts des 3 ministères a été constituée. Elle est censée remettre son travail
dans les 15 jours. Et à ce moment-là, les options seront levées pour commencer ce travail d'assainissement. Concentration des efforts sur les capitales stratégiques, notamment dans les pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, et maintenir la présence participative au sein des organisations internationales influentes ferait respecter la voix de la RDC. Pékin suit de près l'évolution de la politique générale en RDC. Caractérisée par la stabilité économique, mais en proie à une insécurité récurrente dans sa partie orientale. Le représentant spécial du gouvernement chinois l'a dit au vice-premier ministre du budget, Daniel Moukoko, de rappeler la détermination du gouvernement congolais de maintenir le rythme des réformes impulsées par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange. La Chine promet son soutien inconditionnel. Le district de l'Ituri en province orientale sera bientôt dépouillé des armes légères et des petits calibres parmi la population. Et c'est le PNUD qui va mener à bien cette opération de désarmement civil. Le directeur pays du PNUD a discuté de la faisabilité de cette opération avec le ministre de l'Intérieur, Richard Mirendegui. C'est pour faire sauter le verrou de l'insécurité en Ituri, en province orientale, que le gouvernement, avec l'appui du PNUD, a lancé un programme de désarmement civil dans cette partie de la République. Et pour revoir les procédures de faisabilité de ce projet, le ministre de l'Intérieur, Richard Mouyej, dans ses attributions de sécuriser les personnes et leurs biens, a accordé une audience au directeur pays PNUD, Nick René Hanman, qu'accompagnait la chargée de programme gouvernant judiciaire Annie Bipendou Kaboué. Les deux personnalités ont ensemble examiner les voies et moyens d'amener les communautés de l'Ituri qui ont souffert à mieux se développer au regard des différents conflits qui les opposaient. La détention des armes légères par la population figure parmi les causes de cette insécurité, d'où l'importance de ces projets. Au nom du directeur pays PNUD, la chargée de programme gouvernant judiciaire explique. Nous avons vu le ministre pour échanger sur la question de la perception de la sécurité en Ituri. On a ensemble avec le ministère un projet sur le désarmement civil et nous avions mené des négociations pendant plus d'une année en tout cas. Et maintenant, nous pensons que nous sommes à l'aboutissement et bientôt nous allons pouvoir démarrer avec le désarmement civil en Ituri. Alors nous allons d'abord attaquer les armes légères et des petits calibres qui est issue justement d'une étude que nous avions faite sur la perception de l'insécurité, sur la circulation libre de ces armes-là dans tout l'ensemble du pays. Il y avait un certain nombre de préalables au niveau du gouvernement qui ont finalement été rencontrés. Donc, des questions clés liant le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, sur les arrêtés que devait prendre le gouvernement pour que nous puissions relancer le processus. Cette réunion a permis également de prendre en compte notre priorité du gouvernement qui veut évidemment que nous puissions également nous étendre vers le Katanga. Restons encore au ministère de l'Intérieur pour parler cette fois-ci décentralisation. Un atelier a regroupé du 19 au 20 février 2013 au lycée Chaoumba de Kinshasa, les délégués des provinces, les partenaires internationaux ainsi que les coordonnateurs de la cellule technique d'appui à la décentralisation CETAD. Au menu, les résultats des enquêtes menées sur la perception de la décentralisation en province. Reportage. Les trains de la décentralisation est en marche en République démocratique du Congo. Des équipes ont été déployées dans les 5 chefs-lieux des provinces de l'Équateur, du Kassai oriental, Kinshasa, province orientale et Katanga pour enquêter sur la perception de la décentralisation et l'accès des populations aux services de base. Ces travaux de 2 jours, soit du 19 au 20 février 2013, qui ont regroupé les délégués des provinces concernées et experts, ont débouché sur des recommandations à l'endroit du gouvernement qui est appelé à respecter la rétrocession de 40% des recettes aux provinces qui les a générées. Question de favoriser le développement à la base. La population, d'une manière générale, a perçu la décentralisation comme la seule stratégie par laquelle il va être accéléré l'amélioration de ses conditions de vie à travers le développement local. Le développement local est le gage certain du développement national durable. Le travail que vous venez de réaliser s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la décentralisation. Pour Makolo Jibikilai, une campagne de sensibilisation sur la décentralisation sera lancée dans les tout prochains jours par le Premier ministre Augustin Matata Pognon et ce, sur l'ensemble du pays.
Échange d'expériences entre la RDC et la Corée du Sud en matière électorale. Une mission de la Commission électorale nationale indépendante a séjourné dernièrement à Séoul, de retour à Kinshasa. Une séance de restitution a été organisée sous l'égide du vice-président de la CENI, Jacques Ndioli. Brigitte Mopani, sous Ingoy pour le commentaire. La matière électorale est une matière tellement sérieuse et complexe qu'elle exige une planification et une implication totale de toutes les parties prenantes, affirmation du vice-président de la CENI, Jacques Ndioli, dans son mot de circonstances. Pour avoir un produit électoral de qualité, il faut investir dans le temps et dans l'homme. En 2012, la CENI et la Commission électorale sud-coréenne ont pu échanger d'expériences sur la vie politique et le système électoral entre les deux pays. À cette occasion, le premier rapporteur adjoint de la CENI, M. Laurent Ndaye Kondo, a conduit la délégation de la CENI à Séoul. Plusieurs domaines ont retenu l'attention des missionnaires de la CENI en Corée du Sud. Il y a notamment le rôle de la NEC et le système électoral sud-coréen, l'enregistrement des candidatures et l'implication de la NEC dans la campagne électorale, la démocratie coréenne à travers les élections, la loi électorale sud-coréenne pour les élections transparentes et équitables et le vote électronique. Le bureau de cette institution électorale coréenne est constitué de 9 membres dont 3 sont issus de la mouvance présidentielle, 3 désignés par l'Assemblée nationale et 3 autres désignés par la Cour suprême de justice sud-coréenne. Cette séance de travail a eu lieu en présence du premier rapporteur adjoint de la CENI, M. Laurent Ndaye, des délégués de l'Agence coréenne de coopération internationale, du directeur de cabinet du président de la CENI et des cadres et agents de la CENI travaillant au siège à Kinshasa. Première invitée de ce journal, Mme Chantal Kanimbo-Magnon. Elle est rapporteure au CESAC, entendez, Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Bonsoir Madame. Bonsoir Oscar Omar. Vous nous apportez quelques avis au gouvernement quant à la publicité et à la télévision nationale terrestre TNT, c'est ça? Effectivement, en 2 sessions extraordinaires, la première tenue le 1er février, nous avons examiné 2 questions importantes liées à la régulation. Et étant donné que la loi organique du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication fait de notre institution le conseil du gouvernement en toute matière qui concerne les médias. Et donc nous avons examiné la question de la diffusion de la publicité des boissons alcoolisées dans les médias parce que notre centre de monitoring a constaté qu'il y avait une tendance qui se généralise de la diffusion des boissons alcoolisées pendant les jours, alors que la législation en vigueur dans notre pays interdit cela. Et nous, en tant qu'instance de régulation qui a pour mission de protéger aussi les enfants, nous avons considéré que cette tendance était dangereuse et donc nous avons transmis le 1er février notre avis au gouvernement en la matière parce que la loi détermine que pour diffuser tout message à caractère publicitaire, il faut obtenir l'avis du CESAC. Et votre avis, c'est lesquels? Non, nous examinons justement si les messages publicitaires respectent les normes en la matière et donc nous donnons notre avis. Donc tout média qui diffuse de la publicité sans obtenir l'accord du CESAC, c'est une faute administrative qu'il faut réparer. Et donc nous avons adressé cet avis avec toutes ces observations au gouvernement. Le deuxième avis, c'est par rapport à la TNT, télévision numérique exactement, terrestre. Que nous avons examiné aujourd'hui au cours de notre session extraordinaire, parce que vous savez, c'est une matière qui est très très importante par rapport aux normes internationales. Notre pays appartient à la région 1 et les normes internationales ont déterminé qu'à la fin du mois de juin 2015, toute la planète devrait aller à la télévision numérique et nous avons donné notre avis au gouvernement en la matière parce qu'il y a des normes qui existent, normes japonaises, normes européennes et normes américaines. Alors nous avons examiné par rapport à différentes organisations. La République démocratique du Congo appartient au réseau des instances africaines de régulation qui a opté pour la norme européenne. Le réseau des médias francophones
également adopté la norme européenne et donc nous proposons au gouvernement également d'adopter la norme européenne qui, techniquement parlant, a beaucoup plus de performances pour la République démocratique du Congo, d'autant plus que notre pays, à travers la RTNC et Renatelsat, a déjà investi énormément avec 12 émetteurs sur le site de Renatelsat. Il y a des émetteurs qui ont investi et donc nous avons pensé proposer au gouvernement d'adopter cette norme qui pourrait éventuellement être favorable pour notre pays. Voilà. Merci Madame Chantal. Je rappelle que vous êtes rapporteur du CESAC, entendez, Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Vous l'avez suivi à l'ouverture de cette édition d'information, la communauté internationale célèbre ce 21 février la journée dédiée à la langue maternelle. Le ministre de la Culture et des Arts, Baudouin Banzamukala Nsungu, a adressé un message à la nation, notamment sur la promotion des langues nationales. Nous les suivons au micro d'Elisette Mouchinga. Le 21 février de chaque année marque la journée internationale de la langue maternelle. Ce qui distingue l'être humain des autres espèces, c'est l'usage de la langue. Depuis l'aventure de la tour de Babel, celle-ci est devenue plurielle. Des habitants de la planète Terre parlent environ 6000 langues. Les langues sont fragiles. Elles naissent, elles croissent et finissent par disparaître, donc elles meurent. Cependant, cette disparition semble s'accélérer pour certaines langues, particulièrement pour les langues de pays pauvres. Tenez, d'ici la fin du siècle, si rien n'est fait, au moins 3000 langues vont disparaître. Voilà pourquoi, en tant que responsable de la culture, j'invite chacun et tous d'accorder une importance particulière à nos langues, puisqu'elles sont nos richesses, certainement au même titre que nos matières premières. Nous nous devons de les sauvegarder et de les protéger en faisant des instruments de communication et des outils de travail. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, par les biais du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, a pris l'heureuse option de réintégrer les langues nationales dans les systèmes éducatifs au niveau de l'enseignement primaire. Cette journée nous invite à nous tourner vers ce patrimoine culturel, à prendre conscience de sa beauté, de sa diversité, de son importance et de lutter pour sa survie en recourant aux technologies de l'information et de la communication. En marge de cette célébration, l'Observatoire des langues en RDC a organisé aujourd'hui, en la salle du zoo de Kinshasa, une journée de réflexion sur le thème « Technologie de l'information et de la communication pour la sauvegarde et la promotion des langues et de la diversité linguistique ». Reportage Bobo Koukou, Antoine Roger Bolamba. Pour célébrer la journée internationale des langues maternelles, l'Observatoire des langues, sous le patronage du ministère de la Jeunesse, Culture et Arts, a organisé une journée de réflexion sur la langue maternelle en République démocratique du Congo ce jeudi 21 février 2013 au Centre culturel Le Zoo. Sous le thème « Technique de l'information et de la communication pour la sauvegarde et la promotion des langues et de la diversité linguistique », la journée a eu pour but, d'une part, d'attirer l'attention des locuteurs du danger que court la langue maternelle et de garantir la diversité culturelle au monde, et d'autre part, de rappeler à l'État son rôle de promouvoir et de protéger non. La journée a eu pour but, d'une part, d'attirer l'attention des locuteurs du danger que court la langue maternelle et de garantir la diversité culturelle au monde, et d'autre part, de rappeler à l'État son rôle de promouvoir et de protéger la langue humaine, avec la possibilité d'introduire la langue maternelle dans le cursus scolaire, notamment dans l'éducation primaire. Car la langue reflète l'identité de notre être. D'après le secrétaire général de l'Observatoire des langues, le professeur Timothée Moukashkalel, l'importance de cette journée est de sensibiliser l'État à comprendre l'importance de la langue maternelle. D'ici la fin du siècle,
Si rien n'est fait, au moins 3000 langues vont disparaître. Quand elle disparaît, elle emporte ce patrimoine avec elle. Et l'humanité s'appauvrit. Que de savoir endogènes n'avons-nous pas perdu? Que de recettes de cuisine, des plantes médicinales n'avons-nous pas perdu? Toutes ces belles choses sont en train de disparaître. D'aucuns se demandent c'est quoi la langue maternelle. Pour vous en appréhender, nous avons approché pour vous les directeurs généraux de l'Institut national des arts, INA, le professeur Yoka, qui est ici interviewé par Suzy Ngoye Moulongue sur les bien fondés, la portée même de la langue maternelle. Nous les suivons. La langue maternelle, c'est ce qu'on appelle la langue ombilicale. Ça s'appelle langue maternelle, c'est parce que c'est la langue du lait. D'une part, le lait nous sert à nourrir le corps et la langue maternelle nous sert à nourrir l'esprit. Et c'est la langue de la maman. C'est la première langue qu'on entretient avec la maman, y compris le fœtus d'ailleurs. Les psychologues aujourd'hui savent qu'il y a un contact direct entre la maman et le fœtus. Deuxièmement, c'est la langue naturelle. C'est la langue naturelle qui nous permet en même temps de donner de la valeur à notre culture. Parce que toute langue, derrière toute langue, il y a une charge culturelle et une charge de civilisation. Il n'y a jamais de langue innocente. Il existe au ministère de la Culture ce qu'on appelle l'Observatoire des langues nationales. Il existe aussi au niveau du ministère de la Culture et des Arts ce qu'on appelle le Festival international des langues d'Afrique. Quelle est la mission de l'Observatoire? La mission de l'Observatoire, c'est de pouvoir recueillir toutes les informations, tous les termes de référence qui sont pour promouvoir les langues nationales. Par exemple, la codification de la langue, par exemple la grammaire de la langue, la lexicographie, la lexicologie de la langue, l'enseignement de la langue, la programmation, la planification. Malgré tout ce que l'on dit, nos langues maternelles sont vivantes, contrairement à ce qu'on dit. Malgré les complexes qu'on a, nous les intellectuels, de pousser nos enfants absolument contre vents et marées à apprendre la langue française, mais il y a la pratique. Il faut que nous, les intellectuels, les enseignants, les formateurs, nous puissions saisir ça pour porter cela au plus haut niveau et pour que les politiques puissent sanctionner ça par des lois qui donnent un cadre de promotion valable. Il est étonnant que ce soit à l'époque coloniale que nos langues maternelles aient été promues. C'est étonnant. Vous savez que c'est à l'époque coloniale qu'on a traduit, la première Bible à être traduite, c'était dans notre pays. Vous savez qu'à l'époque coloniale, il y avait ce qu'on appelle Bibliothèque de l'Étoile, où l'on produisait des livres à grande échelle. Voilà, changeons des chapitres. Le vice-ministre des Finances, Roger Choulungou, a présidé la réunion des suivis du portefeuille des agences financées par l'Association internationale de développement de la Banque mondiale en RDC. Et d'autre part, la RDC, République démocratique du Congo, notre pays, a signé un protocole d'accord avec la BAD, Banque africaine de développement, sur l'interconnexion des réseaux électriques de la RCA, République centrafricaine, et de la République démocratique du Congo. Suzanne Lumana. La République démocratique du Congo vient de signer un protocole d'accord avec les groupes de la Banque africaine de développement pour le financement du projet d'interconnexion des réseaux électriques de la RCA et de la RDC à partir du système hydroélectrique de Boali, phase 1. Ce protocole d'accord est un don d'un montant de 5,55 millions d'unités de compte, équivalent à 8,5 millions de dollars américains, destiné au financement de l'électrification de la ville de Zongo de 60 000 habitants dans les districts du Sud Ubangi, province de l'Équateur. Cette opération s'inscrit dans le cadre du projet régional d'interconnexion RCA-RDC en mettant en partage l'énergie hydroélectrique produite par les centrales de Boali, dont la réhabilitation et les renforcements sont prévus dans ces projets et porteront leur capacité à 38 MW. D'autre part, le vice-ministre congolais des Finances, Roger Choulungou, a présidé la réunion sur le suivi du portefeuille des agences financées par l'Association internationale de développement IDA de la Banque mondiale en République démocratique du Congo. La dite réunion a eu lieu en présence du directeur des opérations de la Banque mondiale, Estache Wayoro, et
des 17 coordonnateurs chargés des différents projets financés par cette institution de Bretton Woods. L'objectif de la dite réunion était d'améliorer la performance du portefeuille de l'Association internationale de développement. Le vice-ministre des Finances a indiqué que, avec 17 projets passés au peigne fin, la Banque mondiale compte à ce jour aucun projet à problème par rapport au début de l'année fiscale dans lequel 5 projets étaient comptés. Les négociations de Kampala entre la partie gouvernementale et les mouvements rebelles, qu'on appelé M23, certains délégués à ces pourparlers s'emploient à nous les restituer, comme on le lit dans ce reportage. Le dialogue amorcé dans la ville de Kampala entre la délégation du gouvernement de la RDC et les mouvements du M23 intéresse toutes les catégories de la population congolaise. Après avoir fait la restitution de ces assises à la population du Mwamba, le député national Ntsaman a été devant les professeurs d'université réunis au sein de l'association des universités privées agréées en RDC pour parler de cette rencontre. Selon le professeur Ntsaman, président de cette association savante, le gouvernement a répondu positivement au cahier de charges du CNDP en 2009. Il reste des petites préoccupations faciles à résoudre, parmi lesquelles figure la réhabilitation des travaux de la voirie dans la ville de Goma. Ceux-ci n'ont pas été réalisés à cause des troubles perpétrés par le M23. Abordant la question relative au dialogue initié par le chef de l'État, l'Association des universités privées agréées de la RDC confirme sa participation à ces assises et propose que ces rendez-vous soient considérés comme des états généraux. Pour l'intérêt de la patrie, l'association demande aux participants de refuser la perception de tout per diem. L'Association des universités privées agréées propose la revalorisation de la diaspora congolaise et la valorisation des acquis de l'expérience. Parlons des différentes réformes opérées sur le climat des affaires en RDC. Ce sujet a alimenté la matinée d'échanges organisée par les ministres du Plan Célestin Vunabandi, qui a fait aujourd'hui un état des lieux dans ce secteur. Antoine Roger Boulamba. C'était une matinée enrichissante ce jeudi 21 février 2013 à l'hôtel Vénus. Sous la présidence du ministre du Plan et suivi de la mise en œuvre de la révolution de la modernité, les ministres de l'économie, du transport et voies de communication et le vice-ministre des Finances ont été face aux sénateurs, aux députés, aux juristes, aux membres de la société civile et à la presse pour faire l'état des lieux des réformes sur le climat des affaires et des investissements en République démocratique du Congo. Complété de temps à autre par ses collègues membres du gouvernement présents à cette rencontre, le ministre Célestin Vunabandi Kanyamihigo a dans sa communication brossé les éléments des réformes du gouvernement dans le domaine de l'assainissement des affaires. C'est donc un devoir agréable pour moi d'exprimer à cette occasion mes sincères remerciements à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à qui je renouvelle mes hommages les plus déférents pour sa ferme détermination à mener à bien ce processus. Car en effet, l'ambition de la République démocratique du Congo de CIC au rang des pays émergents est liée à sa capacité à attirer des investissements tant nationaux qu'étrangers pour permettre la mise en valeur effective de ses potentialités, de générer la croissance, de doter l'État des moyens conséquents de sa politique et de lutter efficacement contre la pauvreté. Après ces échanges de plus de 3 heures, les différents ministres ont eu un débat houleux sur cette même problématique avec un parterre des journalistes. Ces derniers en sont sortis suffisamment informés car, ont-ils déclaré à la fin de la cérémonie, toutes les questions importantes sur le climat des affaires et des investissements en RDC ont été vidées et évoquées par les orateurs. Donc, la République démocratique du Congo se trouve sur une bonne voie dans le processus de l'amélioration du climat des affaires. Encore des réformes dans ce journal. Une séance de travail réunie ce mercredi. La ministre du portefeuille, Mme Louise Munga Messozi, avec les mandataires des entreprises publiques transformées en sociétés commerciales, en toile de fond la finalisation du processus de la réforme entamée depuis 2009. Daniela Mouleloa, Tony Djouma pour les reportages. Dans le cadre des attributions dévolues à son ministère, la ministre du portefeuille, Louise Munga Messozi, a tenu une importante communication à l'intention des mandataires des entreprises publiques transformées. Elle les a rappelés à l'ordre et au respect de leurs obligations en rapport avec les objectifs leur assignés dans le cadre de la transformation des entreprises publiques en sociétés commerciales. Des rappels d'orientation ainsi que des obligations ont constitué l'essentiel de cette réunion à laquelle ont pris part des administrateurs directeurs généraux accompagnés de leurs délégués syndicaux.
Cette réunion, qui intervient au début de l'année 2013, a été l'occasion pour la ministre Louise Munga de rappeler aux mandataires les instructions leur données au cours de l'exercice 2012. La ministre s'est attardée sur la gestion de la politique générale des entreprises parce que cela constitue une mission qui doit être orientée vers l'atteinte de la qualité des services. Elle les a invités à élaborer les plans d'action qui cadrent avec les objectifs de la mission confiée à chaque entreprise en indiquant les difficultés rencontrées en 2012 et les projets d'avenir. Les questions de la bonne gouvernance des entreprises, la bancarisation pour la paie du personnel, les engagements intempestifs des nouvelles unités, l'amélioration des services ayant en charge les contentieux ainsi que la non-utilisation des agents ont été abordés au cours de cette communication. La ministre du portefeuille, Louise Munga, a promis aux mandataires de l'État l'organisation de séminaires de formation dans les prochains jours. C'est pour renforcer la capacité des agents et cadres des entreprises et des ateliers sur la maîtrise du système comptable OHADA. Personne n'a interdit l'impression des pagnes, moins encore les ports de pagnes en République démocratique du Congo. En tout cas, c'est l'une des leçons à tirer de la rencontre de deux ministres, la ministre du portefeuille et celle du genre, qui se sont retrouvés hier face à face avec les mandataires des entreprises publiques. Objectif, fixer les esprits sous la journée internationale célébrée le 8 mars, journée dédiée à la femme. Reportage. Pas d'épargne imprimée ni des défilés pour la Journée internationale de la femme célébrée le 8 mars de chaque année. C'est la communication faite aux mandataires des entreprises publiques par la ministre du Genre, Famille et Enfants, Geneviève Inagossi, le mercredi 20 février 2013. La ministre du Genre, accompagnée de sa collègue du portefeuille, a expliqué à ses interlocuteurs que la portée de cette journée ne peut être réduite en une simple journée de port d'épargne. Elle a cependant invité toutes les femmes à fournir un bilan afin de s'investir aux activités d'émancipation. Le gouvernement n'a pas interdit le port de pagne. Le gouvernement n'a pas retenu l'impression d'un pagne spécial pour l'édition 2013 de la Journée internationale de la femme. Le gouvernement n'a pas retenu les défilés commémoratifs comme activité. Le gouvernement voudrait que cette édition, nous puissions la célébrer à travers des actions d'éducation, des sensibilisations, des plaidoyers, des lobbying. Elle a exhorté les chefs d'entreprise à affecter des fonds généralement prévus pour cette célébration, à organiser plutôt des activités d'éducation, des renforcements des capacités et du pouvoir économique de la femme et de la jeune fille, des plaidoyers et des lobbying, ainsi que des activités de soutien aux femmes victimes de violences et de conflits armés. Les collectifs des femmes de la République démocratique du Congo revendiquent la libération de mademoiselle Mireille Oualé, aujourd'hui en détention au centre pénitentiaire et de rééducation de Makala. Commentaire, Pierre Mbouyou. Les forces vives féminines de la RDC, regroupées au sein de l'ASBL, Centre d'action communautaire pour le développement intégral de la femme et des enfants CALDIF, protestent avec la dernière énergie contre l'instrumentalisation de la justice congolaise dans l'affaire Mireille Oualé Kalema. Dans une déclaration devant le palais de la justice, elles l'ont martelé en ces termes. Mademoiselle Oualé a été l'objet de menaces de tout genre, contraintes de vivre dans la clandestinité. À cet effet, des correspondances avaient été adressées au procureur général de la République et aux autorités de la sécurité de Kinshasa par la famille de celle-ci dans le mois d'octobre 2012. À l'audience du 25 janvier 2013, les avocats de mademoiselle Mireille Oualé ont sollicité sa mise en liberté provisoire alors que l'affaire était prise à délibérer par un juge qui a été manifestement favorable à la demande. La présidente du Tripin, Gombe, qui avait reçu la maman de la fille qu'elle a instruit sa collègue de ne pas lui accorder la liberté. Ce comportement est de nature à rendre nulle l'indépendance de la justice et proteste énergiquement contre les persécutions infligées à cette fille. Pour ce caucus de femmes, le cas Mireille Oualé, qui est légende en RDC, doit interpeller les consciences quant au strict respect des clauses liées aux violences basées sur le genre.
Nous parlons autre chose dans ce journal. Les experts affectés au contrôle de la production pétrolière en République démocratique du Congo sont en formation depuis hier au centre CEPAS de la Gombe, ici à Kinshasa. Une formation assurée par un instructeur de l'Institut français, nous dit Bobé Teyenga. Des experts des ministères de l'économie, des finances et des hydrocarbures suivent depuis ce mercredi 20 février une formation spécifique sur l'exploitation des FPSO, Floating Production Storage of Heading, et des terminaux pétroliers. L'instructeur de l'Institut français du pétrole, venu spécialement pour cette formation, abordera plusieurs matières, notamment les opérations de chargement, d'enlèvement, de calcul des quantités de pétrole brut, de comptage des litiges sur les quantités et d'étalonnage de compteurs. Pour le ministre de tutelle Crispin Atama Tabé-Mogodi, cette formation initiée par son ministère tombe au moment opportun. Aider nos experts à lire non seulement sur le tableau, mais avoir les données beaucoup plus fiables sur la quantité réellement exportée au niveau de notre terminal. Signalant que cette formation est destinée aux agents et experts affectés au contrôle de la production pétrolière de la République démocratique du Congo, plus précisément au suivi de son stockage et de son exportation à partir du FPSO Kalamou opéré par Perenco à Mwanda dans la province du Bas-Congo. Quittons la province du Bas-Congo pour celle du Nord Kivu. Les travaux de réhabilitation de la voirie urbaine sur la nationale numéro 2 tronçon Saké nécessitent un coup d'accélérateur par l'entreprise Traminco. Plaidoyer du vice-gouverneur M. Feller auprès du ministre des Travaux publics Fridolin Kassechi Moussoka. Reportage Blaise Bokokia et Ridis Kitutu. La modernisation de la voirie urbaine dans la province du Nord Kivu, une des priorités du gouverneur Julien Paluku. Il vient de dépêcher à Kinshasa le vice-gouverneur Feller Lutaïchi-Roy pour voir avec le ministre en charge des infrastructures, travaux publics et reconstruction les possibilités d'accélérer les travaux des voiries qui s'exécutent actuellement dans la ville de Goma. Nous sommes venus pour suivre un plaidoyer que nous avions amorcé à Goma auprès de son Excellence le ministre pour voir si Traminco pourrait accélérer les travaux. Nous sommes heureux d'avoir acté, quand nous avons partagé avec son Excellence, que du point de vue financier, en tout cas le gouvernement s'est déjà acquitté de tous les devoirs visant à ce que Traminco puisse réaliser l'ouvrage, les 10 km. C'est possible d'accélérer les travaux, mais il faut tenir compte de l'enveloppe allouée à ces travaux pour éviter un dépassement budgétaire, a dit le directeur général intérimaire de l'Office de voirie et drainage. Et une fois l'enveloppe dépassée, nous risquons de glisser dans un nouveau marché qui nécessite le respect de la procédure de passation de marché. Et devant cette difficulté, nous souhaitons qu'une concertation puisse se tenir entre nous, l'administration et les intervenants au projet, donc l'entreprise, pour harmoniser la question. Sinon, les travaux se déroulent normalement bien. Pour sa part, Fridolin Kassechi promet de réunir dans le tout prochain jour tous les partenaires impliqués dans le projet de voirie à Goma pour des données précises. Les barrages hydroélectriques de la Tchopo, nous sommes à Kisangani, a repris du service. Le gouverneur de la province orientale, Jean Bamanissa Saïdi, a visité les installations pour évaluer sa capacité actuelle. Déjà, quelques communes de Kisangani ont revu le courant. Commentaire, Robert Ndaï. Des quartiers entiers dans le noir, des coupures intempestives de l'électricité. Cette situation qui paralyse les activités économiques de la ville de Kisangani est vécue malheureusement au quotidien par les Boyomé. Une descente sur terrain a permis au gouverneur de province, Jean Bamanissa, de se rendre compte des efforts fournis. Cette population a souffert avec le manque d'électricité. Le chef de l'État avait pris ce dossier en main. Aujourd'hui, après quelques années de travail, voilà que nous pouvons atteindre une production qui est
est entre 17 et 19 mégawatts. Dans certaines communes de la ville de Kisangani, ces efforts sont visibles. C'est le cas ici, dans la commune de Mangobo, où l'éclairage public refait surface après 2 décennies d'absence. Seulement voilà, la Société nationale d'électricité est confrontée à un problème, celui de la vétusté de son réseau de distribution, avoue le directeur provincial. La distribution, c'est vraiment un casse-tête, puisque vous vous souviendrez qu'avec ces projets que vous êtes en train de voir aujourd'hui, nous avons réhabilité 27 km seulement de la moyenne tension 6006 sur une longueur d'environ 246 km. Alors, côté basse tension, il n'y a rien du tout qui a été fait dans le cadre de ce projet-là. Les importants investissements ont été consentis par le gouvernement de la République pour la réhabilitation de cette centrale construite depuis 1955. Le gouverneur de province, Jean Bamanissa, en appelle à sa protection pour le bien-être de tout le monde. Le président en exercice de la Commission régionale des pêches de Guinée, COREP en sigle, Bernard Tshibambelela, ministre de Pêche et de l'Agriculture du Congo-Brazzaville, est arrivé aujourd'hui à Kinshasa dans le cadre du Conseil des ministres du COREP, nous dit Kinanga Moussachi. 5 minutes ont suffi pour que le ministre de Pêche et de l'Aquaculture du Congo-Brazzaville, Bernard Tshibambelela, fasse la traversée du pôle Malébo ce jeudi après-midi pour Kinshasa, où le coordonnateur du service national de pêche, Bassoubi, l'a accueilli au nom du ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Sa participation est très attendue à la 8e session ordinaire du Conseil des ministres de la COREP. Nous sommes là en tant que président en exercice de la Commission régionale des pêches du Golfe de Guinée. Et nous nous préparons bien sûr et naturellement à donner le témoin à notre collègue de la République démocratique du Congo. La RDC avait pris l'engagement il y a 3 ans d'héberger cette 8e session. La volonté du chef de l'État, son Excellence M. Kabila Kamangé, mais aussi du chef du gouvernement et du ministre en charge justement du développement rural, a fait que nous puissions tenir samedi le Conseil des ministres. Et concernant les capacités opérationnelles, il a été adopté un plan stratégique 2009-2015 qui doit être appliqué par les pays membres de la COREP en termes bien sûr de participation, de cotisation de nos pays. Aussitôt arrivé, il s'est installé à l'hôtel où les experts mettent la dernière main au rapport de la 6e réunion du comité technique à soumettre au ministre. Les trésors de l'Est de la République démocratique du Congo, c'est le titre du film réalisé ici en RDC par un Belge, M. Tanguy Dumortier. Ce film présente les différentes richesses de la République démocratique du Congo de par son écosystème et sa biodiversité. En voici un extrait que nous propose ici Pascal Kosetibango. Des prédateurs carnassiers aux gorilles végétariens, aux vastes étendues de savane, des plus grands mammifères jusqu'aux minuscules caméléons, cette région abrite presque toutes les merveilles du continent africain. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Cet espace sauvage est l'un des écosystèmes les plus extraordinaires, mais aussi parmi les plus menacés de la planète. Sauvegarder ces parcs inscrits par l'UNESCO au patrimoine mondial de l'humanité, c'est le quotidien des gardes. Des hommes qui, par dizaines, ont déjà payé de leur vie la défense de la nature. C'est un périple à travers les trésors des parcs de l'Est de la République démocratique du Congo que nous convie ce film. Le voyage commence au parc national des Virunga, avec les monts Ruwenzori et le pic Marguerite qui culmine à plus de 5000 mètres. Au pied de ce massif, l'immense lac Édouard et ses hippopotames. Nous poursuivrons plus au sud du parc vers le pays des volcans, là où grondent et bouillonnent le Nyamulagira et le Nyiragongo. Nous irons ensuite au parc de Kaouzi-Biega,
Là, dans d'impénétrables forêts vivent gorilles et chimpanzés. Nous partirons à leur recherche. Puis, nous mettrons le cap vers le nord, vers la réserve de faune d'Epoulou. Avec les pygmées, nous nous enfoncerons dans la forêt équatoriale, à la découverte d'un animal mystérieux, l'okapi. Dernière étape du voyage, le parc national de la Garamba, aux confins du Congo, à la frontière avec le Soudan. Buffles, lions, éléphants, toute la grande faune s'est donné rendez-vous dans l'une des réserves les plus sauvages d'Afrique. Voilà, comme disent les Anglais, c'était un catch movie, un film captivant. Pour d'autres informations sur ce film passé ici à la RTNC, le Centre international pour la justice transitionnelle a publié et présenté aujourd'hui son rapport sur les violations des droits de l'homme dont les victimes sont jusque-là non indemnisées. Des précisions dans ce reportage de Guy Bleskitiki. Les victimes de crimes graves et de violations massives des droits de l'homme ne perçoivent pas leur indemnisation. Le Centre international pour la justice transitionnelle s'interroge et pourquoi la disparité dans les dommages et intérêts. C'est dans un rapport publié et présenté devant la presse que les responsables du Centre international de la justice transitionnelle ont dénoncé certaines faiblesses du système judiciaire congolais. Car la réconciliation nationale recommande la réparation comme l'un des mécanismes. Maître Mouchata et Sharafit Parmed ont présenté des cas de victimes non indemnisées, principalement à la province de l'Équateur et en province orientale, en Ituri, où le jugement prononcé, mais les indemnisations n'ont jamais été versées. Dans ce rapport, il est recommandé d'établir un fonds public pour les réparations à destination des victimes, renforcer les compétences juridiques des civils et militaires, conduire une étude globale, l'application des réformes, assurer que le gouvernement national et provincial respecte les obligations, conduire une étude globale et sur les réparations. Créer un mécanisme indépendant piloté par les systèmes judiciaires pour contrôler les paiements des réparations par la Cour, qui permettra aux tribunaux d'évaluer et d'appliquer raisonnablement les dommages et intérêts. Ainsi, les cris de cœur des victimes devront être entendus car ils perdent l'espoir de voir une quelconque forme de réparation pour leurs souffrances. Avant de nous séparer de notre triste, la famille de notre consoeur, la famille Ndissile a la douleur d'annoncer à tous les membres ressortissants d'Idiofa, village Issémé, les amis et connaissances, la mort de leur père Abel Joseph Ndinsi Nestor, mort survenue le mardi 19 février 2013 à 22h à l'hôpital général de Kinshasa, ex-Mamaimo. Les programmes des obsèques se présentent comme suit. Samedi 23 février 2013 à 13h, si on peut nous présenter cette photo, ce sera la levée du corps de la mort de l'hôpital général. Et le corps sera exposé dans l'enceinte de la maison communale de Kinshasa. Dimanche 24 février 2013 à 13h, enterrement au cimetière de Kinkole. Pendant ce temps, le deuil se tient sur l'avenue Kiloussa, numéro A59, commune de Barumbu. Ce communiqué tient lieu de faire part. Le procureur général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe a les profonds regrets d'annoncer aux amis et connaissances ainsi qu'au public, à tous les magistrats du ministère public et du siège, le décès du magistrat Limon Bolila Joseph, connu sous les initiales de LBJ, officier du ministère public près le tribunal des grandes instances de Kinshasa-Kalamou, décès survenu le dimanche 17 février 2013 à 13h aux cliniques Ngaliema suite à une courte maladie. La levée du corps intervient ce vendredi 22 février 2013 à la morgue des cliniques Ngaliema et sera exposée à l'IMCA. Nous sommes ici au quartier Matongé, commune de Kalamou. L'enterrement aura lieu le samedi 23 février 2013 au cimetière des Nécropoles entre ciel et terre encelé. Le présent communiqué tient lieu de faire part, fait à Kinshasa, le 19 février 2013, le procureur général cour d'appel de Kinshasa, Gombe. Vous avez été nombreux à suivre cette grande édition d'information. Nous vous disons sincèrement merci. Merci à notre coordonnatrice, Madame Brigitte Moupané, un journal réalisé par Pascal Kossi et Bijou Kataris. Merci à toute l'équipe rédactionnelle composée d'Anastasie Doumbou, Marie Kalong, Gina Wabiwa et Djoukoukou. Daniela Moulelo a contribué avec sa plume.
Prochain journal, c'est tout à l'heure à 23h dans une présentation de Max César Locaté. Excellente soirée à tous. Au revoir.